Je est un autre. Cette phrase de Rimbaud, vous l'avez souvent entendue à l'école, à la radio et même ici, dans un précédent épisode de Transfert. Il arrive que la proposition soit inversée par un esprit pervers. Là, l'autre devient le je, J-E-U, le terrain de toute une malice, tout un égoïsme. Souvent, ce je malsain se borne à des rapports compliqués entre deux êtres. Parfois, il atteint des sommets d'horreur. En être la victime est d'une rare violence, et particulièrement quand on est une victime inconsciente. Pendant longtemps, la mère de Caroline sentait que quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie, sans pouvoir dire exactement quoi. Et quand elle le découvre, toute son existence et celle de ses proches est remise en jeu. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 283, un témoignage recueilli par Sarah Koskiewicz. Ce que je sais de la rencontre de mes parents, c'est qu'ils se rencontrent, dans leur 18e année et en fait, mon père est, électricien. Il a eu son CAP quelques années auparavant et il rencontre donc, ma mère dans cette famille, qui va l'accueillir les bras ouverts. Il va être très vite un peu adopté comme le gendre idéal ou le petit-fils idéal, voilà. Ils vont très vite tomber amoureux. Ils vont se voir, ils vont se fréquenter et au bout d'un an, ils vont commencer à vivre ensemble et ils vont surtout se marier. Et donc, ils se marient en 73 et en août 74, naît mon frère aîné. Alors moi, je suis la deuxième et quelques années après, Julien naît en 86. Quand je nais dans cette cellule familiale, mes parents ont un appartement à Brunoy, dans le 91. Lorsque j'ai à peu près 4 ans, on atterrit à Comble-la-Ville, dans le 77, où mes parents font l'acquisition d'une maison. Et donc, on va s'installer rue Gambetta, où moi, je vais faire ma maternelle et une partie de mon primaire. Et puis, à 8 ans, pour des raisons d'organisation logistique, trop de trajets, trop d'allers-retours, ils décident de déménager dans le 93 à Gournay-sur-Marne. Et c'est là qu'on va passer avec mes frères et mes parents plus de 16 ans. Donc, c'est la plus grosse partie de notre vie familiale qui s'organise et qui se vit à Gournay-sur-Marne. Je fais mon CM1 et mon CM2 à Gournay et très vite, en fait, derrière, arrive le collège. Ces 16 années, à Gournay-sur-Marne, c'est de très bons moments en famille avec des moments plus compliqués à certains moments donnés pour des raisons, financières ou autres. Mais globalement, on vit 16 années, au rythme de la vie et des uns et des autres. Les années passent et on est une famille, unie, très proche des uns des autres. Moi, j'ai un papa qui s'occupe beaucoup de nous, beaucoup de moi. Ce papa qui est présent, qui m'emmène, par exemple, à l'école le matin ou qui vient me chercher, les week-ends, quand je commence à avoir une vie sociale, à peu près, voilà, une vie sociale d'adolescente, quoi. Qui, se soucie de venir me chercher, de pas me faire prendre les transports. C'est un papa aimant, encourageant, puis c'est un papa qui va connaître aussi, quelques périodes de chômage et qui participe aux tâches, ménagères de la maison, qui, fait les courses, qui fait à manger. Presque moi, dans mon entourage, toutes mes copines sont, assez étonnées de voir un papa aussi présent pour sa fille et ses enfants et aussi, participatif à la maison. Globalement, moi, je garde des souvenirs, joyeux. On part, en vacances tous les étés. Tous les étés, on a à peu près, 3 semaines avec mes parents. Quand mes parents travaillent, on est en vacances chez, mon grand-père, paternel, hein, dans un lieu-dit en Indre-et-Loire, mais en dehors de cela, avec mes parents, oui, les étés, on part en vacances, on part dans le sud de la France, on part, en Corse avec des amis, la famille des amis, on est, tous ensemble, les uns avec les autres, avec, plusieurs fratries, d'enfants des amis de mes parents. On a la chance de pouvoir, partir, au moins les étés, quitter la région parisienne, au moment des vacances scolaires.
La voiture, c'est le moyen de transport le principal. Au moment où on part, où on fait ces trajets, où on part en vacances dans le sud, c'est des ralliements avec les amis de mes parents, enfin, c'est une espèce de convoi, des les voitures les uns derrière les autres et puis dans la voiture, c'est, du Kool and the Gang, Imagination, c'est du Barry White, c'est même, du François Valéry parce que, mon père était, fan de François Valéry. C'est joyeux, quoi. C'est joyeux, c'est nous, c'est on est ce côté populaire, simple et convivial. Moi, j'ai mon bac en 99. Derrière, j'enchaîne sur des études supérieures et toutes mes études, je les fais en région parisienne. Ce qui veut dire que moi, je vis chez mes parents, je prends les transports en commun, je reste tard, je suis un peu une tanguette moi parce que je reste, chez mes parents jusqu'à l'âge de 25 ans. Moi, je rencontre Paul en novembre 2003. Très vite, on vit ensemble. Très vite, il rencontre mes parents et moi, je quitte le domicile, familial, dans les 2 mois qui suivent notre rencontre et on s'installe ensemble. Paul rencontre mes parents, une espèce de coup de foudre mutuel entre, Paul et mes parents. Très vite, il y a une forme de proximité, qui se crée, entre lui et eux et de confiance, une relation, une belle relation qui s'opère et ce qui fait qu'on les voit régulièrement. Voilà, on continue même à partir en vacances avec eux. Même en rencontrant mon mari, moi, je reste très proche de mes parents. En 2010, déjà le projet de partir et de quitter la région parisienne, ils commencent déjà à en parler. Simplement, ma mère travaille encore, elle est encore en poste. Ils vont attendre jusqu'en mars 2013 avant de pouvoir partir de la région parisienne. En début d'année 2013, ma mère est officiellement en retraite, alors que mon père, lui, est en retraite depuis fin 2010, début 2011. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sillonnent ici et là, le sud de la France. Pendant un moment, ils se sont posé la question de partir à Toulouse. Après, ça a été plus ou moins, l'idée du Gard, du Var et puis, arrive très vite, l'option, du Vaucluse, puisqu'ils tombent un peu par hasard sur une opportunité d'une maison à Mazan et en fait, ils vont se dire que c'est très bien. Mazan, c'est à 20 kilomètres d'une gare TGV, en l'occurrence d'Avignon, c'est 3 heures de TGV. En mars, ils déménagent. Quand ils arrivent dans le sud, dans cette maison avec une piscine, un jardin arboré, très vite, ils se l'approprient, ils en font une déco sympa, mon père refait les peintures, il y a pas grand chose à refaire finalement, voilà. Elle est dans son jus, mais elle est bien, elle a bien été rénovée et puis ça leur correspond bien. Elle est pas trop grande, elle fait, dans les, 85 carrés. Il y a 3 chambres, un jardin où on a vraiment le sentiment d'être chez eux. Ils sont bien, ils sont dans une espèce d'impasse, qui rappelle un peu la maison dans laquelle on a grandi, enfin on a vécu tous ensemble pendant 16 ans. Il y a un côté chaleureux, cosy, avec une petite touche provençale donc voilà, ça leur va bien, ça leur correspond bien. Dès l'instant qu'ils partent vivre au mois de mars, déjà le premier été, on est là-bas. Entre 2013 et 2017, tous les étés, on y passe 3 semaines. Mon fils, qui est tout jeune, il a toujours connu, Mazan, finalement. Il passe du temps, chez ses grands-parents, vacances de la Toussaint, vacances de Pâques. C'est hyper détendu. Nous, les vacances que l'on passe, la majorité du temps, on est ensemble, on aime bien, c'est des grandes tablées, c'est les apéros, c'est la musique, c'est des jeux, en tout genre, c'est festif, quoi. On n'est pas les yeux rivés sur l'horaire. On vit au rythme, des journées d'été, dans le Vaucluse, c'est calme, c'est doux, la région est belle, il y a plein de choses à faire. On profite, quoi. Jusqu'à ce qu'ils partent, je les ai toujours sentis, dans une connexion, très, enfin, c'était prégnant, quoi. Ils sont partis en 2013. Les premières années, on avait le sentiment que c'était un long fleuve tranquille. Et sur les dernières années où on venait un peu moins régulièrement, on sentait qu'il y avait de l'agacement c'était beaucoup plus fugace. On sentait une forme d'usure, mais moi, j'avais toujours le regard de ma mère bienveillant sur mon père mais ils s'engueulaient parce qu'ils étaient, voilà, quand on a 50 ans de vie commune, on s'engueule, mais en vrai, ça tenait jamais longtemps, quoi. Les problèmes d'argent chez mes parents, ça a toujours été
le mal récurrent. Il y avait toujours une bonne raison pour qu'il y ait, un problème financier, les situations professionnelles de mon père qui étaient jamais très stables. Il y avait, je pense, une forme de gestion assez aléatoire où, il fallait pas nous priver, il fallait pas qu'il se prive et voilà. Enfin, à chaque fois, c'était beaucoup, beaucoup de problèmes d'argent à différentes périodes. Mon père était un très piètre gestionnaire. C'est ma mère qui faisait les comptes, qui pointait, qui faisait les courses. Elle gérait le quotidien, donc elle avait la vue sur tout. Il n'y avait pas grand-chose qui lui échappait, si ce n'est que, quand mon père venait à manquer d'argent, il savait où et à qui s'adresser et ça, elle le savait pas. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Il y avait toujours une forme de voile. Il fallait pas inquiéter, ma mère, il fallait pas l'inquiéter. Donc c'était toujours une façon aussi pour lui, d'arriver à ses fins. C'est-à-dire qu'il gérait mal, il y avait pas d'argent, parfois ça courait à la catastrophe et il en parlait pas à ce moment-là, ma mère. Il savait quand même se comporter en Calimero, quoi, pour obtenir, ce qu'il voulait et on peut être en galère une fois, on peut, rencontrer des difficultés une fois. Quand ça devient récurrent, ça pose question. Ça m'a toujours interpellée, moi. C'était à l'automne, la situation, financière, est pas au beau fixe. Ça fait, plusieurs semaines que on s'apprête à recevoir les huissiers et ça fait plusieurs semaines que, notre père nous dit, «Il va falloir qu'on cache des choses». Donc lui commence à cacher un certain nombre de choses, pour ne pas se les faire prendre, dans le cas d'une saisie et moi je rentre, un midi, donc j'arrive un jour en fin de matinée chez moi et je vois cet énorme camion blanc avec, plusieurs personnes, notamment un monsieur avec un calepin qui est en train de noter des choses devant la porte de chez moi et en fait, dans l'embrasure de la porte, je vois mon père complètement, abasourdi, et je vois les gens qui sont en train de vraiment les déménageurs qui prennent tous les meubles et qui les emmènent un à un, dans ce grand camion, quoi. Et donc là, en fait, je comprends tout de suite ce qui est en train de se passer et on est tous les 2. Donc je me retrouve vraiment face à face à mon père. Je lui dis: «Mais que se passe-t-il, quoi?» «Bah, ce sont les huissiers, ils emmènent tout et je sais pas comment je vais dire ça à ta mère». Et surtout, ils emmènent, cette commode qui était dans un bois assez noble, avec un plateau en marbre qui venait du père de ma mère. C'était à peu près le seul meuble qu'elle avait gardé, de sa famille, en l'occurrence de son père qui était décédé quelques années auparavant. Et je les vois embarquer cette commode et je me dis: «Mais ils emmènent, ce qu'il y a de plus cher, sans doute, pour ma mère». Et c'est vrai que c'est une séquence de ma vie où, je vois bien que lui ne gère pas et nous voyant que lui ne gère pas, sur le plan émotionnel et affectif et qu'il en est, disons qu'il a pas la carrure, du père qui rassure, et qui assume. En réaction en chaîne, c'est vrai que moi je deviens assez virulente avec les personnes qui sont en train de déménager et je sors de mes gonds, quoi. En leur disant: «Vous avez pas le droit de faire ça, c'est pas possible». J'en serais presque à, retenir les affaires, pour ne pas qu'ils les prennent, quoi. C'est peine perdue. Donc il y a un côté un peu drama, que je trouve, malvenu, quoi. Et je me dis: «En fait, bah, il gère pas, quoi. Il gère pas ça» et quand on a un père, un peu mou, un peu, enfin même pas un peu, c'est clairement abattu, on se dit: «Mais merde, quoi, en fait, c'est le monde à l'envers, quoi». C'est lui qui devrait gérer et prendre les choses à bras-le-corps et il s'effondre presque comme un petit garçon, à ne pas savoir quoi faire, Ma mère finit par rentrer, de sa journée de travail et rentre dans une maison vide et elle s'écroule. Et en fait, je sens bien qu'il y a une forme d'irresponsabilité et d'incapacité à faire face. En fait, régulièrement, dans les moments durs de la vie, il redevient un petit garçon. Il adopte la posture de la victime et du petit garçon et pas la posture de l'adulte. C'est assez étrange. Le Noël qui suit cet épisode difficile où, je pense qu'il cherche à se faire pardonner quelque chose et chercher à se rassurer ou rassurer ma mère à Noël, alors qu'on est en train de réveillonner sur notre table de jardin, nos chaises en plastique. Lui, ce Noël-là, offre une bague et évidemment cette bague, au moment où il va la sortir, ma mère va se dire qu'il est pas sérieux, quoi. Ça va un peu plomber l'ambiance, qui est déjà suffisamment plombée comme ça, mais quand ma mère va lui dire: «Écoute, il est hors de question que je garde cette bague, on n'a pas les moyens, tu vas la ramener». Bah, il va adopter vraiment l'attitude du petit garçon, quoi.
Quelques années après, aux alentours de mes 18, il se passe un truc. Et donc, je consulte mes comptes pour savoir où j'en suis, notamment sur ce que j'ai de côté. Et là, je me rends compte que le solde que je devais avoir n'est pas du tout celui-là. Et là, j'avoue que j'y crois tellement pas que je réitère le numéro de téléphone. Et non, toujours pas. Votre compte est à 0. Et donc là, j'appelle ma mère au bureau. Ma mère qui comprend pas. Je comprends pas, j'ai plus mon argent. Enfin bon, j'étais en mode panique, quoi. Et en fait, mon père rentre un peu plus tôt ce jour-là. Et je descends et je lui dis: «Mais il y a un problème avec mon compte en banque». Et il me dit: «Ah bah, c'est normal, c'est moi qui, me suis permis de t'emprunter, cet argent pour combler les découvertes que nous avions sur notre compte commun». Et là, je suis tellement scandalisée par le fait de l'apprendre comme ça et de ne pas en avoir été avertie en amont, en me disant bien: «Mais je vais te les rendre». «Oui, mais tu vas me les rendre quand?» Parce que, et à ce moment-là, il ne sait pas me dire quand. Donc bien sûr, il sera amené à me les rendre, il me sera amené à me rendre cet argent, mais ça va prendre plusieurs mois, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Donc quand on est jeune et qu'on met de l'argent de côté pour se faire plaisir quelque part et qu'on se retrouve avec cet argent pour lequel on a travaillé et qu'on ne le voit plus du jour au lendemain sur son compte, ça crée, une forme d'insécurité encore plus puissante. Il y a une forme de confiance qui s'étiole, en fait, qui était déjà pas très solide à l'égard de mon père sur sa capacité à encaisser les coups durs de la vie. Mais là, quand même, ça casse quelque chose dans la relation de confiance. Mes parents, ils ont eu quelques crises de couple dans les années 86-87. Et ma mère, à ce moment-là, rencontre quelqu'un sur son lieu de travail. Et donc elle a cette liaison avec cet homme qui va durer plusieurs mois. Quelqu'un que l'on connaît, que mon père connaît. Et ma mère, étant assez honnête, va le lui dire. Il va pas l'accepter puisqu'elle va même jusqu'à aller, laisser entendre qu'elle s'interroge, pour partir. Un soir, moi, je suis toute seule et ce jour-là, mon frère aîné n'est pas là. Ce soir-là, mes parents s'écharpent violemment, le couple va pas bien, j'entends ma mère hurler et je me revois gravir les marches pour arriver jusque dans la salle de bain où, au moment où j'ouvre cette porte, mon père, qui hurle après ma mère, la tient par le col et est sur le point de la fracasser contre le mur, quoi. Il est dans l'intention de faire peur, d'intimider. Je suis pas en train de voir mon père foutre des coups de poing à ma mère ou la fracasser sur le sol. Je suis en train de voir un homme qui prend sa femme et qui cherche à la dominer. C'est un ordre. C'est voilà, l'ordre, c'est que tu vas pas partir de cette maison et tu vas rester ici. Et finalement, ma mère va quitter le domicile quelques jours, même plus tard, le domicile conjugal. Et quand même, ma mère va revenir pour continuer sa vie avec mon père. Et quelques années après, dans les années 90, une fois qu'on s'est installé à Gournay-sur-Marne, lui va quitter le domicile conjugal après avoir rencontré quelqu'un. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai des souvenirs de disputes où lui est imposant, gueule très fort, il sait faire. Il s'est imposé, il sait. Faut bien voir que mon père, il fait 1,80 m, enfin 80 et 100 kilos, donc il en impose. Il en impose et il s'est intimidé. Dans les conversations, quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est facile de faire, preuve de violence verbale, mais aussi physique, sans avoir à toucher la personne, hein. Mais des scènes comme celles que j'ai pu voir, dans les années 80, j'en ai pas revu d'autres. Pas avec ma mère, en tout cas. Il faut savoir que lui a été en échec professionnel régulièrement, mais surtout que sur la fin de sa carrière, lui, il va être en pré-retraite, au chômage puis en pré-retraite. Donc lui va se retrouver à 58 ans au domicile pendant que ma mère continue de travailler. Et pendant ces journées-là, où il est censé s'occuper de la maison, etc., il passe beaucoup, beaucoup de temps derrière son bureau, comme il le faisait déjà auparavant quand il avait sa société. Et en 2011, la compagne de mon frère, mon petit frère vit encore chez mes parents, va rentrer un jour un peu plus tôt que prévu et va passer par le garage. Le bureau de mon père est au niveau du garage, la porte est ouverte. Et en voulant évidemment saluer son beau-père, mon père, Dominique, elle va le surprendre en train de se masturber derrière son ordinateur. Et lui, plutôt que de réagir ou va faire comme si de rien n'était, taire le sujet, ne jamais en reparler avec elle et surtout ne jamais en parler à sa femme.
Cet épisode vient un peu précipiter les choses, l'épisode du bureau, et derrière, il fait en sorte d'être là le moins possible. Et nous, on note qu'il y a un truc qui est pas très clair. Ma mère se fait régulièrement la réflexion, lui renchérit en expliquant qu'il comprend pas bien non plus. Et donc, jusqu'au jour où moi je découvre la raison du pourquoi, et que je ne peux pas laisser décemment mon père continuer à expliquer à ma mère que qu'on comprend pas pourquoi son petit dernier ne vient plus régulièrement au repas de famille. Il y a un truc qui est pas très clair, quoi. Donc, je mets les pieds dans le plat. Et c'est moi qui vais me retrouver, quelques mois après, à devoir dire un jour à mon père: «Tu dis les choses à maman, c'est pas normal que tu ne lui dises pas». Ça clash, hein. Lui, comme pris, la main dans le pot de confiture, va se sentir très con et va évidemment surréagir en étant verbalement assez violent. Et ma mère, finit par, laisser passer, quoi. Parce qu'il va lui trouver, l'argument qui va faire que, bah, quel est l'homme qui ne peut pas se masturber, dans sa douche ou derrière son ordinateur, en regardant, des photos, suggestives. Les problèmes de santé de ma mère ont commencé à apparaître en 2011. Elle travaille encore et il arrive que les samedis, quand je cherche à la joindre, ma mère a des samedis où elle se réveille, où elle émerge, il est 17h. Comme elle comprend pas trop pourquoi, elle va mettre ça sur le compte de la pré-ménopause ou de la ménopause. Après, ils partent en mars 2013, Amazon, et les problèmes commencent à revenir, ou en tout cas à se manifester un peu plus régulièrement. Entre fin 2014 et 2019, on va noter une forme de réitération de ces absences, de ces moments où on n'arrive pas à la joindre. Mon père nous dit qu'elle dort, qu'elle récupère, qu'elle a trop marché. Sauf que il y a des épisodes où on l'a au téléphone. Et quand je l'ai au téléphone le matin même, où tout va bien, et l'après-midi, où elle n'arrive pas à aligner un mot, où on a l'impression qu'elle sort d'une forme de léthargie, enfin, je comprends pas, quoi. Et puis, vers 2016, elle commence à me confier que ça l'inquiète, qu'elle en a parlé à son gynéco et que son gynécologue comprend pas trop. Et quand à chaque fois qu'elle fait ses visites chez les gynécologues ou qu'elle s'interroge sur ce sujet, lui est toujours là. Il l'accompagne partout, en bon mari qu'il est. Donc elle va, comme ça, en parler à son gynécologue qui va pas comprendre, qui va faire un dosage hormonal, mais voilà, sans plus. Et puis, en 2017, on lui dit: «Maintenant maintenant ça suffit», parce que moi, quand je l'ai au téléphone, ça m'arrive de tomber sur elle dans un état, de presque de coma, ou quand quelqu'un a bu, ou ce qui est pas le cas de ma mère et je le sais très bien. Ou j'ai ma mère, qui me parle comme si elle m'avait pas eu la veille alors qu'elle m'a eu la veille, qui me raconte la même chose. Mais des épisodes comme ça où on comprend pas ce qu'elle dit, où elle tourne en boucle à raconter 3 fois la même chose, il y en a eu, des dizaines et des dizaines en, 8 ans. Ces absences, du coup, de plus en plus venaient à générer de l'anxiété chez elle. Prendre le train pour aller en région parisienne, elle en avait peur. De se dire qu'à tout moment, elle pouvait perdre connaissance et pas savoir ce qui allait se passer. Elle a commencé déjà à ne plus prendre le volant. Elle conduisait beaucoup moins. En plus, parce qu'il y a eu quelques épisodes où elle avait manqué de se foutre en l'air quand même, où c'est passé à ça d'un fossé. Un autre épisode où elle va chez son coiffeur pour qu'il lui fasse la couleur, et il voit, un zombie. La bouche ouverte, absente, les yeux dans le vague. Ça peut choquer les gens quand on n'est pas habitué, et surtout quand on connaît ma mère qui est plutôt, tonique, sociable, joyeuse, et en fait, au bout d'un moment, avec mes frères, on discute et on se rend compte qu'on assiste aux mêmes choses à des moments différents. Donc évidemment qu'on s'inquiète et qu'on en parle à nos 2 parents. Lui, à chaque fois, balaye ça un peu d'un revers de main en nous expliquant que c'est sa façon à elle de décompenser son stress, sa fatigue, son anxiété, qu'elle recharge les batteries comme elle peut. Elle en parle à mon oncle qui est médecin aussi, qui va lui dire que c'est sans doute sa façon à elle de recharger ses batteries. Il y a eu, l'hypothèse d'un ictus amnésique cérébral qui est comme, voilà, où le cerveau se coupe, sauf qu'on ne fait jamais plusieurs ictus, ça n'arrive pas. Il y a eu l'hypothèse, d'un problème, cardiovasculaire,
On a présumé peut-être l'éventualité d'un AVC, pas du tout. Et puis surtout, en 2019, on se dit: «Bah, OK, bah, c'est les prémices de la maladie d'Alzheimer». Sauf qu'il y a aucune maladie d'Alzheimer qui démarre comme ça, en fait. D'abord, Alzheimer, c'est progressif et c'est vraiment des pertes de mémoire, mais au sens du quotidien. C'est pas des ruptures nettes de quelqu'un qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait, dans quel état il s'est couché ou pourquoi il n'arrive pas à ouvrir un œil. À un moment donné, quand les médecins finissent par dire qu'il y a pas de problème et qu'elle se rassure comme elle peut en expliquant que bon, bah, finalement, il y a pas d'explication, logique, mais que c'est pas si grave, bah, du coup, ça redevient pas si grave. Il n'y avait pas d'explication, rationnelle dans tout ça. Une fois qu'on a éliminé les diagnostics que l'on connaît, on attend que ça passe, quoi. Entre 2013 et 2020, elle est marquée par une fatigue inexpliquée où elle a des cernes gonflées, des yeux gonflés, les traits tirés et surtout, elle a beaucoup maigri. Elle retrouve son poids de jeune fille, entre 65 et 68, mais elle maigrit énormément. Elle maigrit, elle perd, en quelques années, plus de 10 kilos, quoi, sans rien faire. Elle perd aussi ses cheveux pas mal, puis surtout, elle commence à avoir des sérieux problèmes gynécologiques. À un moment, elle est chez moi et elle perd beaucoup de sang, à peine être arrivée chez moi et elle a une hémorragie qu'elle n'explique pas et je l'emmène voir mon gynécologue et le gynécologue ne comprend pas et va mettre ça sur le compte, d'une fatigue, il va noter que l'utérus est inflammé, mais il va pas les prélever plus que ça, quoi. Elle a, avant de partir, été voir son gynécologue qui lui a donné des ovules, et quand elle va voir mon gynécologue en région parisienne, parce qu'elle saigne, il va lui donner un produit pour apaiser, mais il y aura pas de prélèvement qui sera fait sur ma mère. Le 2 novembre 2020, nous sommes un lundi et le 2 novembre, c'est juste, le 1er jour de la reprise après les vacances de la Toussaint. Et comme, tous les parents, à ce moment-là, on a, appris à notre fils, comment mettre un masque pour retourner à l'école. Et donc le lundi matin, avec mon fils, on se réveille un peu tôt pour être sûr, de bien pouvoir, positionner le masque, qu'il soit pas angoissé, parce que c'est la première fois qu'il va retourner à l'école avec, un masque sur le visage. Et je dépose mon fils à l'école et ce jour-là, je suis en télétravail à mon domicile. Donc je rentre, donc j'ai une succession de réunions téléphoniques, à honorer jusqu'à l'heure du déjeuner. Heure de déjeuner où mon mari rentre, puisque lui est en horaire décalé, va déjeuner un quelque chose avant d'aller faire sa sieste et moi, bah, je traverse cette matinée, au gré de cette succession de rendez-vous téléphoniques et de réunions et j'enchaîne la journée jusqu'à 17h, 17h30 et ce jour-là, en début d'après-midi, heu, mon mari reçoit un coup de téléphone, des officiers de police du, commissariat de Carpentras. Ils cherchent à le joindre puisque ma mère a donné ses coordonnées, et donc c'est, mon mari qui, en sortant de sa sieste, aux alentours de 15h, va découvrir plusieurs messages, de l'officier de police du commissariat de Carpentras qui a reçu ma mère ce matin-là, et qui va lui apprendre que, ma mère a été entendue pendant plusieurs heures ce matin après avoir accompagné son mari au commissariat, qui pensait, récupérer son matériel informatique qui avait été expertisé, quelques semaines auparavant et que lui a été mis en garde à vue pour des faits très graves et qu'ils ont dû apprendre à ma mère que, ma mère était, droguée, à son insu, depuis au moins, 2013 par son mari à des fins criminelles. Et donc c'est le premier à le savoir. Heu, Évidemment, c'est, une bombe. Son obsession, c'est, de conserver à avoir ma mère très régulièrement au téléphone toutes les heures pour ne pas, qu'il lui arrive quelque chose ou qu'elle se foute en l'air et surtout, ils se le disent tous les 2 que, faut que ce soit elle qui nous l'apprenne à nous les enfants, et que, Heu, bah, tous les 2, ils se disent que, ma mère doit reprendre ses esprits, rentrer chez elle,
atterrir quoi, atterrir sur ce qu'on vient de lui apprendre, parce qu'elle va devoir refaire des allers-retours au commissariat et que le plus simple, c'est qu'elle m'appelle elle en début de soirée et que je serai donc la première personne de la fratrie, enfin de ses enfants, qu'elle va appeler. Et donc, aux alentours de 20h25, cet appel téléphonique où je vais apprendre l'envers du décor et l'horreur des faits, heu, ça va être ce qu'on appelle tous d'ailleurs le point de bascule quand ça arrive, c'est que ça change littéralement votre vie. C'est un fait qui va changer toute l'histoire et le cours de votre vie d'après. Et c'est exactement ce qui se produit pour moi et d'ailleurs pour ma mère, ce qui s'est produit de matin même puisqu'en fait, avant d'être reçue par les officiers de police dans un petit bureau où on va devoir lui montrer, des photos d'elle complètement inerte, dans un état, de coma, où elle ressemble plus à un pantin qu'à elle-même, où, elle se voit, se faire, violer par des hommes qu'elle ne connaît pas. Et c'est là où, quand, la vérité est dite avec des mots simples, parce que ma mère me l'a dit avec des mots simples, avec évidemment beaucoup d'émotion et de fragilité dans la voix, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est fissuré chez elle, où elle me dit simplement: «Voilà, est-ce que tu es assise? Heu ce que je vais te dire est très grave». Évidemment, tout de suite, je pense au fait qu'elle va m'apprendre que comme on est en pleine période de crise Covid et que mon père est en surcharge pondérale avec des problèmes respiratoires, équipé d'un masque pour dormir la nuit, je me dis qu'il a fait un arrêt cardiaque, entre la vie et la mort à l'hôpital, enfin voilà. Et quand elle va me dire: «Il s'agit pas de ton père», enfin si, il s'agit de ton père, mais il s'agit pas de sa santé, il s'agit de ce qu'il a fait et qu'elle m'apprend donc que, il la drogue, à des fins criminelles pour, la violer, la faire violer par d'autres hommes. C'est tellement surréaliste et improbable et en même temps, on verse tellement vite dans une forme de cauchemar éveillé que, on se dit, «Ah ouais». C'est des années d'ignorance et d'incompréhension qui vont s'éclairer en 3 secondes, quoi. Et c'est moi qui vais lui dire au téléphone: «Mais en fait, c'était ça maman, tes absences, tes incohérences de comportement et de propos?» Et là, blanc, au téléphone, blanc. Il y a un silence qui s'impose de lui-même pour elle, où elle va me dire: «Ah mais alors, j'y avais même pas pensé. Maintenant que tu me le dis, je n'y avais même pas pensé». Au moment où elle m'appelle, il est 20h25. Au moment où on lui apprend les faits, il est 10h du matin. C'est-à-dire qu'il s'est passé une journée où d'elle-même, elle a pas fait le lien avec des années et des années heu, d'absence et d'incompréhension. Bah, c'est un choc. C'est, heu, une espèce de, fracture entre, notre vie d'avant et celle d'après dans laquelle on est en train de rentrer malgré nous. On est tellement hors sol que, il va falloir qu'on s'arme de de force, émotionnelle et psychologique. Alors l'image du père, moi, elle tombe. L'image du mari, pour elle, elle tombe pas. Elle est suspendue. C'est toute la différence entre ma mère et moi. La raison pour laquelle, mon père, le 2 novembre 2020, est, convoqué au commissariat, c'est pour qu'il récupère du matériel informatique qui lui a été, perquisitionné à son domicile entre le 12 et le 13 septembre 2020. C'est-à-dire que le samedi 12 septembre, il est, surpris en train de filmer sous les jupes de 3 femmes, qui sont en train de faire leurs courses dans les rayons. Et il va être repéré par la caméra de surveillance et ces femmes qui vont donc, en être averties par, les équipes de sécurité de Carpentras vont tout de suite porter plainte. Ce qui veut dire que lui va être interpellé dans le magasin par les mecs de la sécurité et on va dire: «Bah, monsieur, vous êtes bien gentil, mais maintenant vous allez au poste». Et en fait, ils vont pas se contenter, de lui faire la leçon, ils vont, prendre ses affaires, son portable, ses clés et cetera et puis ils vont le mettre en cellule, histoire de lui rafraîchir un peu les idées. Et pendant ce temps-là, ils vont regarder son téléphone.
Et ils vont tomber sur sa galerie de photos, évidemment. Pas de bol. Dans sa galerie de photos, il a pas totalement téléchargé les photos des agressions de ma mère des semaines qui ont précédé. Et donc, dans ce téléphone, les officiers de police vont découvrir des scènes de photographie de viol sur une femme d'une soixantaine d'années inerte. Et très vite, ils vont se dire, mais puisqu'elle revient régulièrement, cette femme, que ça doit être la compagne de monsieur. Et donc, sans rien dire à monsieur, ils vont aller, avec les clés et l'adresse de monsieur, aller perquisitionner l'intégralité du matériel informatique qu'il a à son domicile, ordinateur, portable, et j'en passe. Et ce matériel, ils vont le mettre sous scellé pour pouvoir l'exploiter. Et quand monsieur sort au bout de 24 ou 48 heures, il rentre chez lui. Et entre le 12 septembre et le 2 novembre, les officiers de police vont travailler jour et nuit pour exhumer plus de 20 000 vidéos et photographies à caractère pornographique, issues des différents matériels informatiques, à savoir plusieurs cartes SIM, plusieurs appareils photo, caméras, disques durs, et ils vont remonter jusqu'à 2011. Et ce qui veut dire que au bout de quelques semaines, ils vont appeler au domicile de mes parents pour prévenir ma mère qu'ils ont besoin de l'entendre au moment où son mari va venir récupérer son matériel informatique. Et leur objectif à eux, c'était de gagner du temps et de faire en sorte que madame ne décède pas entre ce moment-là, parce qu'ils craignaient vraiment pour la santé de ma mère, qui, elle, a continué de se faire agresser à plusieurs reprises entre le 3, le 10 et le 19 octobre. Ce dont ma mère souffrait, c'est de soumission chimique. La soumission chimique, c'est quoi? C'est le fait de droguer une personne à son insu. Bien souvent, ce sont des substances médicamenteuses contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce sont des médicaments qui sont majoritairement des anxiolytiques et des somnifères, parce que ces médicaments mélangés les uns et les autres font plonger la personne dans un profond sommeil. C'est comme si vous étiez dans une forme d'anesthésie générale. Donc vous ne ressentez rien. Les délits, au-delà de l'administration de substances médicamenteuses qui ont pu lui être mis dans son verre, dans sa nourriture, dans son café noir le matin, parce que c'est de ça dont on parle, ça a permis quoi? Ça a permis des attouchements sexuels, des agressions sexuelles, des viols collectifs. Heu, j'ai récemment été contactée par une femme qui, elle, a été droguée à son insu par son mari sur la recommandation de mon père en 2019. Donc cette affaire, elle a des ramifications et elle est tentaculaire. Mais quand on a autant d'auteurs pour si peu de victimes, pose la question de savoir jusqu'où tout ça a été et à qui ça a véritablement servi. Ma mère, elle représente à elle toute seule plus de 110 ou 120 viols sur le corps d'une seule femme. Le 2 novembre, déjà, on raccroche. À la fois, il fait très froid dehors et moi, je brûle de l'intérieur parce que je me dis que il y a quand même une forme d'étouffement où on se dit mais comment c'est possible? Et le lendemain matin, avec mes frères, on prend le premier train pour Avignon pour aller récupérer notre mère dans le sud, parce que on peut pas la laisser toute seule dans cette baraque où plus d'une cinquantaine d'individus sont venus et certains même plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on se dit mais comment est-ce qu'on n'a pas pu voir les déviances du mec qui était notre père? Et on se dit mais en fait on connaît pas cet individu et à la fois on est partagé parce que on est démoli de le savoir en cellule et de se dire il part pour être déféré dans une cellule de 9 mètres carrés et voilà. Et en même temps, on a du mal à se dire mais en fait, c'est notre père et en fait la personne dont on nous parle, en vrai, c'est un criminel qu'on ne connaît pas. En il y a plein de choses qui se télescopent à l'intérieur quand on apprend ce genre de choses. C'est cette forme de duplicité très forte qu'on avait
jamais pu voir. Le fait qu'on nous enlève ce voile et ou même qu'on nous donne d'autres lunettes pour regarder l'individu qui nous a élevés pendant les 40 dernières années et de nous apprendre que c'est le grand instigateur et sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels des 20 dernières années à encaisser, c'est lourd, quoi. Il y a une forme d'empathie quand même à ce moment-là. On est encore dans une forme d'empathie parce que, c'est un mélange. C'est un mélange de tristesse, de rage, de colère, de dégoût, d'empathie pour la personne qui est juste, 3 portes après nous, au sous-sol, derrière une vitre. Les premiers jours, on est dans un entre-deux. On est dans un espèce de tunnel où nos pieds touchent pas terre. En même temps, il faut qu'on avance pour protéger notre mère, pour l'évacuer de la baraque, parce qu'on sait qu'elle est pas en sécurité dans cette maison. Heu et en fait, c'est vrai que moi, ma façon d'agir, c'est dans l'action, donc je les mets tous dans l'action. Je leur dis très vite: «Il est pas question qu'on reste là». Là où on se sentait bien dans cette maison, très vite, en fait, cette maison, elle prend un autre visage, des allures de maison d'horreur. On est en plein mois de novembre, il fait nuit super tôt, il fait froid, enfin, heu, d'un seul coup, on est tellement déstabilisés par la situation qu'on vit un film d'horreur, quoi. On y revient, il est, 16h30 et déjà le jour est en train de décliner et on arrive dans cette maison et là, en fait, tout se rétrécit. Tout est plus, moche, vieux, on change de couleur, on change de tout, quoi. C'est l'horreur parce qu'il y a cette espèce d'odeur qu'on avait, appris à aimer et on va vraiment l'exécrer, cette odeur de maison. Son fauteuil dans lequel il aimait s'installer, hein, on va pas pouvoir le voir, il va falloir qu'on le sorte de la baraque. Enfin, le pire, c'est ses tableaux parce qu'il peignait, donc on voit tous ces tableaux les uns derrière les autres et il y a comme un espèce de balai masque, quoi. Oui, alors il y avait un tableau, qu'il avait peint, 2 ans auparavant, qui représentait, le corps d'une femme nue sur le côté, donc le profil d'une femme nue, une femme nue qui dort, où on distingue les courbes et voilà. Et il y avait plein de couleurs qui se mélangeaient dans ce tableau et qui étaient assez, c'était un mélange de rouge, orange, jaune, quelque chose de très passionnel, on va dire ça comme ça. Dont je lui disais souvent que, j'aimerais récupérer ce tableau un jour. Et ce qui est fou, c'est que sur toutes les photographies de ma mère, elle est souvent sur le côté et dans un accès de colère, au moment où on était en train de tout vider, ce tableau, je l'ai pris et je l'ai fracassé, sur la terrasse sur, le dos d'une chaise. Et sauf que, en voulant tuer ce tableau, et en le coupant en 2, on a découvert que sur le linteau au, verso, il l'avait intitulé «L'emprise». Très vite, on commence à se dire qu'il faut qu'on vide très rapidement la maison dès le lendemain matin, quoi. Parce que de toute façon, elle sera amenée à partir de cette maison à déménager et qu'il faut tout vider. On est dans une espèce de frénésie. Faut que ça parte, faut que ça parte, faut que ça parte. Il faut tout vider, tout. On garde rien, on garde rien. On veut se débarrasser de lui, de ce qu'il était, de ce qu'il a été pour nous. Alors ça se fait pas en une journée, c'est 3 jours intenses où, de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, on vide dans des sacs plastiques, tout. Ses affaires, ses fringues, ses tableaux, tout, tout, tout. Et puis en fait, ça va très vite entre le moment où on arrive et le moment où, on m'en rappelle. Donc il se passe moins de 2 heures et je vais devoir retourner au commissariat, soi-disant pour qu'on puisse me remettre des clés USB. Et donc je retourne au commissariat et là, au moment où, je suis reçue, par 2 officiers de police, ils m'apprennent qu'effectivement, ils ont des choses à montrer, mais qui cette fois-ci me concernent et qu'il va falloir qu'ils me montrent 2 clichés pour que je puisse me reconnaître. Mais le problème de ces 2 photographies, c'est que, je suis dans la même posture que ma mère et surtout je suis inconsciente. Et ces photographies, alors la différence de ma mère, moi je suis toute seule sur ces photos, on ne m'agresse pas sexuellement. En revanche, le simple fait de se voir sur des clichés où on ne se souvient pas de ces clichés, là, la violence des faits par rapport à tout ce qu'on apprend depuis 24 heures, là ça continue d'être un cauchemar réveillé. Il va se passer 10 secondes où sur la première photo, je ne vais pas me reconnaître.
tellement, la vérité est trop difficile à encaisser. Ces drames sont familiers, mais je sais pas si c'est moi. Jusqu'au moment où l'officier de police va me dire: «Mais madame, vous avez quand même bien une tache brune sur la joue droite et regardez, c'est bien vous quand même». C'est comme si, les pixels se remettaient en place et oui, où là je réalise que, bah, c'est bien moi et qu'il va falloir que je porte plainte contre mon père, heu, pour détention de photographies à caractère sexuel à mon insu. On vide pas intégralement la maison, on vide, 70 de cette maison et ensuite on revient en région parisienne avec ma mère. Cette semaine-là, on est parti le mardi, on rentre le jeudi soir. Le vendredi, j'emmène ma mère faire des analyses au laboratoire puisque on réalise, vu les clichés qui ont été présentés à ma mère le lundi matin, que, les rapports étaient non protégés dans la majorité des cas. 50 ou 70, ça commence à faire beaucoup. Donc l'urgence, c'est de l'emmener faire des analyses de sang pour s'assurer qu'il y ait rien de grave. Hépatite, VIH et j'en passe. Cette première semaine, je suis off. Je vais me mettre en arrêt maladie par la force des choses, mais je vais pas être très longtemps en arrêt maladie. Je tiens, comme je peux, heu, mais comme c'est une succession de mauvaises nouvelles qui va s'opérer cette semaine-là, heu, il y a un moment, je tiens pas très longtemps et donc je fais une crise de tétanie et je vais, être transférée aux urgences psychiatriques. Parce que pas dormir, pas manger, encaisser, heu, il y a un moment où on va me mettre en off. On va me sédater pour que je dorme. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un peu ce phénomène d'effondrement, qui s'opère, par étapes, quoi, par étapes. Il aura réussi à, tout mettre sous le tapis pendant des années sans qu'on se rende compte de rien et aujourd'hui, il va falloir qu'on gère ça à nous, qu'on affronte ça à nous. Donc c'est vrai que, à un moment, ça fait beaucoup. On n'est pas des surhommes, quoi et moi qui tiens, beaucoup à avancer, à faire les choses et ce soir-là, je m'effondre et c'est vrai que finalement, ça se passe par étapes, mais le couperet final, c'est que je me rends compte que j'arrive plus à gérer, quoi. Donc je gère plus, donc c'est panique à bord, c'est crise de tétanie, c'est, des pleurs, des cris, des hurlements, c'est une crise de nerfs, mais comme on en fait quand on est à bout et qu'on voit pas d'issue, en fait. Dès l'instant que, la vérité, s'impose, on essaye tous de regarder dans le rétroviseur en essayant de comprendre les moments où, on a pu être les témoins un peu impuissants de certaines scènes. C'est ce qui va se produire avec mon petit frère qui va me relater une scène, cette semaine-là donc, la semaine du 2 novembre, où il se souvient à l'été, 2018 avoir vu ma mère, en fin de séjour puisqu'il y était allé, avec sa femme et ses enfants passer, 15 jours et ce soir-là, ils vont se mettre à table aux alentours de 19h30 assez tôt pour leur permettre de reprendre la route derrière pour remonter vers, la région parisienne et au bout de 20 minutes, ma mère à table, alors qu'ils démarrent, l'apéro quoi et que l'apéro, pour eux, c'est sans alcool et ma mère très vite à table, va chanceler sur sa chaise, le coude va vriller et ils vont la perdre. C'est ce que me dit, mon frère, Julien. Il me dit: «À ce moment-là, je vois maman devenir une poupée de chiffon et on la perd». Tous ses membres deviennent, bah, elle est éteinte, quoi. C'est comme si c'était, on l'avait endormie, d'un coup d'un seul et en fait, c'est que ce soir-là, il l'avait droguée dans l'arrière-cuisine à son insu, dans son verre de vin et que ce soir-là, ma mère a été droguée à des fins de viol et ça a duré des heures et des heures, dans sa maison et dans son lit, quoi et donc en fait, derrière, on arrive à retracer un peu le parcours et tous ces moments
où les uns et les autres, on était là, on comprenait pas et on a été tellement dans un trou noir pendant des années à pas s'interroger du bon côté que, c'est tout l'intérêt de parler de ce moment de vie qui a duré autant de temps, mais ça nous a permis aussi, je pense de nous, heu, en tant qu'enfants, de nous détacher littéralement, de notre statut d'enfant et de devenir vraiment des adultes. Avec cette affaire, on est tous devenus des adultes à part entière, où on ne compte plus nécessairement sur le soutien, d'un père ou d'une mère pour pouvoir les affronter. Ça, il s'est opéré une espèce de voilà, il y a une forme de transformation qui s'est faite, entre nous les enfants. Alors, je sais que, la relation fusionnelle qu'on a pu avoir les uns et les autres était pas forcément très saine. Cette affaire, heu, solde la fin d'une ère, ça c'est sûr. Il y a un, support qui a joué, le rôle d'exposition et de vitrine, relayé sur internet, qui est d'ailleurs relayé dans plusieurs affaires aujourd'hui. C'est un vieux site qui permet quoi? Qui permet, d'ouvrir une boîte, postale avec, des forums de discussion et de rentrer en contact avec d'autres pervers, voilà. Et ce dont a été, victime ma mère et tant d'autres, c'est, la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui souhaitent à un moment donné, opérer, un crime sexuel, un délit, voilà. Ils échangent des photographies, ils échangent, des adresses, ils échangent en fait un plan qui démarre sur ce forum et qui se finit derrière sur un numéro de téléphone, une carte SIM et ils finissent par se rencontrer et à finaliser leur rendez-vous via le téléphone mobile. L'ensemble des 51 personnes exactement qui ont été identifiées dans le cadre de cette affaire ne venaient pas de Mazan. Ils venaient de la région alentour, mais pas que. On a un Lyonnais, on a une personne qui venait du Sud-Ouest. Je veux dire, c'est des gens qui faisaient des kilomètres, hein, pour, arriver à bénéficier, du plan, proposé par, Dominique, hein. Mais c'est pas des gens de Mazan, c'est pas des commerçants de Mazan. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont âgés entre 22 et 71 ans et que, c'est un échantillon, représentatif de la société française. Il y a très peu de marginaux. On ne parle pas de cas, précaires ou, de cassos, hein. Il y a aucun cassos ou très peu. C'est, des jeunes, pères de famille, pacsés, il y a un journaliste, un gendarme, un infirmier, des entrepreneurs dans le monde de l'artisanat, du BTP, il y a même un cadre, de la chambre de commerce, et d'industrie, du Vaucluse, quoi. Enfin, c'est des gens qui, sont bien insérés dans la société, qui ont une famille, qui ont des enfants ou des petits-enfants. C'est des monsieur tout le monde, votre voisin, votre bon pote. C'est des gens comme, vous et moi, hein. Alors depuis le 2 novembre 2020, je n'ai eu aucun contact direct avec mon père, si ce n'est des courriers qu'il nous a adressés de façon très sporadique. J'ai du mal à me dire c'est quoi aujourd'hui le sentiment qui prédomine chez moi. Heu, Parce qu'aujourd'hui, on est à quelques mois du démarrage du procès et il y a pas un sentiment qui prévaut. Depuis 3 ans, c'est une galerie de sentiments. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours d'infinie tristesse, parce que quand même la vie d'avant, hein, on ne l'efface pas comme ça. Donc il y a des jours réaliser comme ça ou à visualiser comme ça, chez soi. Heu, c'est un panel de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a pas de j'ai pas de sentiment, particulier, si ce n'est que moi, je suis habitée par la quête de vérité et de justice. Et ça changera pas, en fait. C'est lors du procès, je serai toujours dans cette énergie. On a appris tellement de choses depuis 3 ans, tellement de choses qui dépassent très largement le cadre de cette affaire, qui concernent aussi d'autres familles, qui concernent aussi d'autres femmes, à d'autres époques. Ce qui est le plus difficile,
à encaisser et à, et à réaliser au quotidien, au fur et à mesure que les mois et les années passent, c'est que nous, on ne connaît pas la personne qui nous a élevés, qu'on a aimé, que l'on a appris à aimer et qu'on doit apprendre à désaimer, à désynchroniser de nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est le plus difficile à faire, en fait, aujourd'hui. Et même si, il y a déjà une distance qui s'est très largement opérée, et il y a une partie de lui qui, pour moi, est morte quelque part, il continue d'exister. De se dire, dans quelles conditions il va vivre dans les années qui vont venir et dans quelles conditions il va se dégrader et être amené à partir et à mourir. Heu, on dit souvent: «Tourner la page». Je tournerai la page. Est-ce qu'on tournera vraiment la page les uns et les autres? Je sais pas. Je pense pas. On sera toujours rappelé par cette séquence de vie qui précédait ce qu'on a appris en 2020, en fait. Après, quand tu as l'idée ou l'interrogation de se dire: «Comment est-ce qu'on apprend à désaimer?» En fait, on est déjà dans un processus de désaffection et de désamour pour lui. C'est pas de l'amour qui reste, en fait, c'est de l'empathie humaine parce qu'on est humain. Moi, je suis pas jurée, je suis pas, président d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle. Heureusement, c'est pas moi qui serais appelée à juger. Juger un monstre, je sais pas faire, hein. Me protéger moi et me dire que je connais pas qui il est, heu, ça je sais faire à peu près, heu, mais je parle plus d'amour. Moi, je l'appelle plus mon père. Là, aujourd'hui, c'est plus mon père, même si dans les faits, ça l'est encore, mais statutairement, je n'ai plus de père. Je n'ai plus de père puisque, il a, il a brisé ce qui était chez nous une famille. Il me reste encore ma mère, mais, mais ma mère, elle est là, mais elle vit sa vie maintenant et on n'est plus la famille qu'on était avant, quoi. Et on ne sera plus jamais la famille qu'on était avant. On sera plus jamais comme avant. Ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris durant ces 3 dernières années, qui concernait ma mère, le dossier de ma mère, on le connaît. Il y a plus d'inconnus, à peu de choses près qu'il y a quand même 30 mecs qui sont dans la nature qu'on n'a pas réussi à identifier clairement et donc à interpeller comme il se doit. Donc, bon, ça, c'est une réalité, il faut qu'on apprenne à vivre avec, on n'a pas le choix. S'agissant, du cas de mon père, ce qu'il a réussi à camoufler pendant autant d'années, quand on sait qu'en 99, il a tenté, de violer une jeune femme de 19 ans. En 99. Moi, en 99, j'ai 20 ans. 20 ans. Donc forcément que je fais un transfert sur cette jeune femme et que je me dis en plus, parce que moi je me suis constituée partie civile dans ce dossier, parce que moi je sais qu'il a fait des choses qu'aujourd'hui il dénie. Il dit non, je n'ai jamais touché ma fille, non, je n'ai jamais drogué ma fille. Pourtant ces photos, elles existent. Elles n'existent pas pour faire plaisir aux copains sur le site internet. Elles existent pour lui. Euh, Ce qui s'est produit en 99, on ne sait que ce qui s'est produit en 99. Mais quand même, quand on est un peu cérébré, qu'on remet les choses dans leur contexte, comment expliquer entre 99 et 2011, il se serait rien passé? C'est moi qui pose la question, je me l'autorise. Je suis la fille d'eux. Mais bien sûr que moi, il y a une question qui m'obsède. Entre 99 où c'est avéré, il y a eu cette tentative de viol avec de l'éther, on parle aussi de soumission chimique là. Et 2011, où on sait que ça a démarré, pour moi, c'est quasiment impossible qu'il y ait une zone blanche. Donc moi qui suis dans cette quête de vérité et de justice, aujourd'hui, je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est produit dans ce laps de temps-là? Est-ce qu'il s'est véritablement rien produit? Il s'est produit, mais qui en a été victime? Elles sont combien? Elles avaient quel âge?» Voilà, moi, ce qui m'obsède encore aujourd'hui, c'est de me dire: «Qu'est-ce qu'il arrivera à emporter avec lui derrière les barreaux, en fait?» Si la providence nous aurait pas permis de découvrir ce qu'on a découvert en 2020, on aurait, nous, les enfants, enterré notre mère en 2021. C'était, heu, incontournable parce que l'organisme n'aurait pas tenu et on n'aurait jamais rien compris et on n'aurait jamais surtout, on n'aurait jamais rien su. On se dit que
Bon an, mal an, dans la vie, des fois, il faut traverser des moments d'extrême violence et amputer une partie de soi quelque part pour pouvoir aussi, se dire que, ben, finalement, ça aurait pu être pire, en fait. On aurait pu ne jamais rien savoir. Ce qui change pas, c'est, heu, la raison pour laquelle, il finira sa vie en prison. Là, je parle de mon père. Ce qui change pas sans doute aussi, c'est que ma mère, heu, sera jamais dans la colère, comme moi j'ai pu l'être, parce que, parce que c'est un chapitre de sa vie qu'elle décide de regarder avec, distance, même si le procès aura lieu l'année prochaine et je pense que ça lui permettra aussi de mettre un point final à cette histoire avec lui. Après, ma mère, elle, avec tout ce qu'on a appris, ne veut pas ressasser, ne veut pas elle veut avancer et je pense que même si elle sait qu'il est irrécupérable, hein, elle lui souhaite pas la prison. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 283, un témoignage recueilli par Sarah Koskiewicz. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.